Bonjour Vincent, j'espère que tu vas bien. Donc, ça fait un petit moment que je souhaitais t'interviewer sur la chaîne. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi tu as accepté cette interview? Ce serait sympa. Merci Paul, merci pour cette interview. Moi c'est Vincent Ego. Actuellement, j'ai 21 ans. Je suis Mhm. en master à Digital Campus Montpellier, donc une école web située à Montpellier. Et je fais parallèlement de l'alternance où je suis SEO manager Ok. dans une boîte qui s'appelle Prospecting Walaxy Mhm. et qui est connue pour développer des logiciels pour avoir plus de clients sur LinkedIn notamment via la prospection automatisée et via l'emailing. Ok. Moi, je m'occupe en fait du SEO de ce SaaS-là. Mhm. Je fais ça à peu près depuis un an, à peu près depuis septembre 2020. Avant ça, j'ai fait une année à l'étranger dans une école de marketing digital, une année en Irlande à l'université de Wexford, où j'ai pu faire un bachelor, tout ce qui a trait au business, marketing digital, tout ça. Et avant, j'ai fait un DUT information communication où j'ai vu la globalité de Ouais. l'information, de la communication, de la publicité en général. Euh, donc, euh, Vite fait pour me présenter comment en fait j'ai connu simplement le SEO. Lorsque j'étais en terminale, j'ai décidé en fait de lancer un blog. Ah ouais. J'ai lancé. En fait, je voyais passer pas mal de vidéos, tout ça, qui disaient qu'on pouvait apprendre pas mal de compétences quand on lance un blog, tout ça. Mhm. Et en fait, la mode à l'époque, c'était de lancer un blog sur une passion qu'on avait. Ouais. Et moi, la passion que j'avais à l'époque, c'était tout ce qui était attrait à la nutrition, le sommeil, toutes les habitudes en fait de bien-être, tout ça. Ouais. En fait, j'avais décidé de lancer un premier blog qui s'appelle philboost.fr, Mhm. qui aujourd'hui, enfin que j'ai revendu en mai 2020, que je l'ai gardé 3 ans et demi à peu près. Ok. Ce blog-là, je l'ai commencé en novembre 2016. C'est là où j'ai commencé le SEO. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger mes premiers articles, que j'ai commencé à me former sur le Mhm. référencement naturel, et puis j'ai développé d'autres compétences, bien sûr, dans le digital, tout ça. Ok. Et là, ça fait depuis 2019 à peu près que j'aide les entreprises en freelancing Ok. à augmenter leurs résultats, mais surtout en matière de trafic et de vente. Donc, Mhm. trafic par le SEO et vente par le copywriting, parce que le SEO et le copywriting sont deux compétences qui se rejoignent Tout à fait. et qui sont complémentaires, parce que si on fait une belle landing page avec un bon copywriting, on va faire beaucoup de ventes. Et si en plus on l'optimise en SEO, on va automatiser ces ventes-là sur la durée. C'est clair. C'est comme ça que j'ai débuté. Ok. Mais c'est intéressant parce qu'au final, tu es quand même assez jeune, mais tu as un bon nombre d'années d'expérience dans le SEO tout de même, quoi. Si tu as commencé en 2016 par là. Ouais, c'est ça. En fait, ça va faire presque 5 ans en novembre là. Ouais, ouais, c'est super intéressant, hein. Et j'imagine que du Ouais, coup, donc là, tu es en alternance chez Wallaxy, c'est ça? c'est ça. Et du coup, j'imagine que ton profil, il était assez attrayant pour eux, quoi, parce qu'un alternant qui a autant de compétences en SEO à cet âge-là, c'est toujours un avantage, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, voilà, quand je cherchais une alternance, je cherchais un peu dans pas mal de villes en France, tout ça. Ouais. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'acceptation. Et Mhm. après, j'ai pu m'offrir en fait le luxe de Ouais, bah ouais. de choisir l'alternance, enfin l'entreprise sur laquelle je voulais bosser en alternance. Ouais, c'est clair. Euh, et là, notamment, je savais que Prospecting, c'était les numéro un dans tout ce qui était automatisation LinkedIn, enfin la prospection, tout ça. Ouais. Je me suis dit, je vais pouvoir développer mes compétences, leur apporter aussi des trucs en SEO et puis moi aussi apprendre des choses via mon master et dans l'entreprise aussi. Ok. Alors, juste pour le contexte de ta boîte, Wallaxy, ils ont Prospecting, Podawa, il me semble aussi. Ouais, c'est Et ça. est-ce qu'il y a d'autres tools autour de Wallaxy? Ouais, en fait, alors, il y a Prospecting, Hmm. qui est actuellement le logiciel numéro un sur la prospection LinkedIn. Il y a Wallaxy, qui est sorti cette année et qui D'accord. permet en fait d'utiliser les fonctionnalités de prospecting plus l'emailing. Ok. Faire des scénarios de prospection automatisés. Par exemple, envoyer une invitation jour 1, envoyer un message automatisé jour 2. Tiens, on va envoyer un email le jour d'après, faire une Ouais. visite de profil, etc. On a Podawa qui permet d'élever le reach de ses publications LinkedIn Mhm. via les pods.
la puissance des pods. Donc, un pod, en fait, pour expliquer, en fait, c'est un groupe de personnes dans lequel vous allez rentrer. Et en fait, ces personnes-là vont automatiquement liker et commenter votre publication Mhm. pour pouvoir booster l'algorithme dès le début de sa publication. Ok. Donc, on a Podawa et on a Piwa. Piwa, en fait, qui est une messagerie Ouais. intelligente automatisée sur LinkedIn. Très utile, par exemple, si vous avez plus de 10 demandes de messages par jour. Ouais. En fait, c'est très automatisé, très rapide parce que vous pouvez mettre first name, etc. dans vos messages, Ouais. faire des copier-coller. En fait, c'est très rapide de faire ça, du coup. Ok. Mais c'est vrai que c'est des tools assez intéressants. Moi, tu vois, Piwa, j'ai jamais utilisé. Par contre, Prospectin et Podawa, il y a de ça peut-être 6 mois, j'utilisais pas mal. Et Hmm. c'est vrai que c'est des outils assez simples d'utilisation. Alors, tu me donneras ton avis, mais moi, j'ai l'impression que Podawa marchait quand même beaucoup mieux il y a quelques mois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je sais que moi, il y a une période, alors c'est peut-être moi qui ai mal fait mes commentaires, mes trucs comme ça. Maintenant, je n'utilise plus trop, mais je sais que vraiment, au départ, quand j'ai utilisé ça, donc on va dire il y a peut-être un an, tu vois, Hmm. Odawa, c'était la folie, quoi. Genre vraiment, je faisais des petits commentaires, c'est même pas des longs commentaires, des trucs, voilà. Et vraiment, je tapais dans les 10, 20K reach, comme ça. Et j'ai l'impression que, après, c'est aussi le jeu, c'est peut-être LinkedIn s'adapte à ça, après, Podawa se réadapte derrière. Enfin, ça doit être un peu ça. Mais En fait, c'est exactement ça. En fait, il y a une histoire aussi de quota ouais. et que nous, en fait, on doit respecter. C'est-à-dire qu'on va envoyer une action, un commentaire, un like. Et le temps, en fait, entre chaque réaction, il est paramétré de sorte à ce que ce soit hyper naturel. Mhm. Et en fait, LinkedIn, bien sûr, essaye de limiter le comportement des outils comme ça. Ouais. Et donc, en fait, on a dû s'adapter par rapport à ça. Après, j'ai remarqué quelque chose, ça c'est lors de mon utilisation personnelle. Mhm. Au début, il y a un an à peu près, ça envoyait pas mal de commentaires dès le début, tu vois, dès le Ouais. début du boost. Maintenant, en fait, ça essaie d'alterner like, commentaire, like pour créer quelque chose de plus naturel. Et comme on sait qu'un commentaire, c'est à peu près 10 fois plus de poids qu'un like, Mhm. je pense qu'aussi ça doit jouer dans le reach, tu vois, dès le début. Il y a Ouais. peut-être moins de poids qui est envoyé d'un coup, mais plus sur la durée. C'est vrai. D'ailleurs, petit rappel pour les personnes qui nous regarderaient, qui seraient intéressées pour développer leur audience sur LinkedIn, obtenir plus de portée. C'est vrai que les commentaires, enfin moi, c'est vraiment, même en dehors de ces outils-là, j'ai vraiment pris l'habitude de répondre à chaque commentaire en dessous de mes Mm. posts, etc. Et ça fait une vraie différence, quoi. Quand tu arrives à avoir des limites des Ouais, c'est ça. conversations que tu pourrais avoir en message privé et que tu les as en commentaire, en vrai, tu as tout gagné et c'est intéressant en plus. Donc, C'est exactement ça. En fait, quand vous faites un post sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre des likes sur les commentaires, à répondre, à poser des questions, tout ça, mhm. pour pouvoir en fait créer une interaction. Et plus vous avez de commentaires, plus ça va booster, surtout dans les 2 premières heures qui suivent la publication. Donc, C'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, si on se réoriente un peu plus vers le côté SEO, pour toi, qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce que ça représente? Et aussi, pourquoi est-ce qu'au final, tu t'es axé là-dessus alors que peut-être tu aurais pu toucher un peu à tout? alors moi, j'aime bien donner une petite analogie par rapport au SEO. Pour moi, le SEO, c'est un peu comme koh. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la compétition, elle est rude Ouais. et il faut sans cesse se remettre en question et agir constamment. Et en fait, le SEO, c'est un peu à l'image des poteaux. Tu as 3 poteaux, tu as 3 piliers dans le SEO. Tu as le contenu, tu as la technique et tu as l'autorité. Pour moi, le contenu, ça compte à peu près à 40-50%. Pour moi, c'est le pilier le plus important. Mhm. D'ailleurs, dans mes stratégies SEO, tous les conseils que je donne, tout ça, je suis plus orienté content marketing plutôt que certains consultants vont être plus orientés autorité, tout ça. Moi, j'estime que le content marketing, c'est l'avenir du SEO. Enfin, on en reparlera, mais pour Ouais. moi, c'est là où il faut axer vraiment sa stratégie, en fait. Après, je vois que certains sites commencent à agir, par exemple, sur le pilier du contenu, mais oublient complètement la technique ou l'autorité. Et pour moi, en fait, le SEO, c'est de varier, d'augmenter en fait ces 3 piliers-là petit à petit en même temps. Et pas faire, par exemple, un sprint 100% contenu et oublier la technique et l'autorité, Ouais. etc. En fait, vaut mieux aller pas après pas, mais petit à petit en augmentant les 3 piliers au fur et à mesure, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Le contenu qui fait 50% du job, je suis assez aligné avec cette vision. Parce que tu te dis, bon, imagine, tu as un site, Mm. il a du très bon contenu, il a un bon netlinking, mais par contre, niveau technique, voilà, niveau web perf, c'est pas fou, temps de chargement assez long, etc. Des mauvais indicateurs sur PageSpeed ou d'autres outils. Bah, en vrai, il y a quand même de fortes chances pour que ça fasse le job si vraiment il y a un bon netlinking, un bon contenu. Tu prends un site qui a, à l'inverse, justement, qui a bonne technique, bon netlinking, mais qui a zéro contenu ou Mm. du full spiné ou des trucs pas fous. C'est pas... Après, Bah, voilà, je pense qu'il y a quand même moins de chances que ça se passe bien. bah, sans contenu, c'est vrai qu'il y a moins de portes d'entrée, quoi. Il y a moins de mots-clés. Enfin, C'est c'est un peu la logique, base, quoi. ouais. Non, non, mais c'est clair. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de travailler ces trois aspects, bien que tu puisses quand même prioriser certains aspects, type se dire, bon bah voilà, pendant une semaine, je vais taffer full sur la technique du Mm. site parce que je vais avoir une bonne base et tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est plus ou moins tous les mois, taffer sur les trois aspects. Sauf si tu mets ton site à 100% en web perf et en technique dès le départ, après, tu as techniquement presque plus rien à faire. Ouais. Mais dans l'idée, ouais. Ok, ok. Du coup, selon toi, pourquoi est-ce que les entreprises devraient-elles s'intéresser au SEO aujourd'hui, en 2021, et est-ce qu'elles devraient plus s'y intéresser aujourd'hui qu'elles ne devaient s'intéresser il y a genre un an, par exemple? Ouais. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un an et aujourd'hui, en matière de SEO, il n'y a pas eu, il y a pas eu de grandes évolutions. Le SEO, il est clairement pas mort, donc comme on peut entendre Ah non, certaines fois. ah, Donc ça, il faut se mettre en tête que c'est que le SEO, certes, c'est compliqué, c'est concurrentiel, mais c'est toujours possible. En 2021, c'est toujours possible. Pourquoi s'y intéresser? Tout simplement, il faut savoir un truc, c'est que le coût d'acquisition d'un prospect client bah, est beaucoup plus faible lorsqu'on fait du SEO que lorsqu'on fait, par exemple, du SIA ou du SMA, quoi. c'est clair. Euh, D'un autre côté, quand on commence une stratégie d'acquisition de trafic, c'est bien de démarrer par le SEO, mais aussi par une stratégie de SIA ou SMA au début. Moi, par exemple, ce que je recommande, c'est un site qui a vraiment pas du tout de trafic et qui veut faire de l'acquisition rapidement, c'est de faire à peu près 70% d'outbound, donc SIA et SMA, et 30% d'SEO. Mais commencer le SEO le plus tôt possible, C'est clair. le temps que le SEO prenne effet, pour que ensuite les ratios s'inversent. C'est-à-dire qu'on va faire plus 70% de SEO et on va tourner autour de 30% de SIA ou SMA, quoi. Euh, voilà, c'est ça. En fait, et après, c'est vrai que c'est aussi une histoire de branding, c'est-à-dire que lorsqu'on fait du SEO, on n'est pas en fait dans l'interruption chez les personnes, d'où l'intérêt de l'inbound, c'est Ouais, qu'on est plus dans l'apport d'informations. Et puis, du coup, les utilisateurs ont plus confiance en la marque parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être interrompus, d'être agressés dans leur parcours. Pourquoi aussi c'est intéressant le SEO, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, c'est que en matière de SEO, la personne elle va avoir un besoin bien précis sur Google, elle va le rentrer et elle a besoin d'une information immédiate, directement accessible. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur les réseaux sociaux où on a un contenu qui est mis sous notre feed et qui est dirigé tout simplement par les algorithmes et les centres d'intérêt, tout ça. Ici, avec le SEO, on a un besoin précis, enfin l'utilisateur a un besoin précis, on peut lui apporter la réponse exacte et ensuite la convertir en lead très qualifié du coup. ouais. D'ailleurs, c'est un peu à quoi répond la page du blog Walaxy, tu sais, sur le logo LinkedIn. Parce que j'ai Ouais, regardé un peu vos positions. Globalement, c'est cette page-là qui vous apporte pas mal de trafic par défaut. exactement. Ouais, Ça doit être votre petit bébé, quoi. ouais C'est vrai je crois que j'ai vérifié hier, c'est notre deuxième page. Le volume, il est à 18 100. On est ouais, premier, je crois, premier sur logo LinkedIn. Mais notre meilleure page qui nous rapporte plus de 400 visiteurs par jour, c'est CV LinkedIn. Euh, d'accord. Quand tu marques CV LinkedIn, mettre son CV sur LinkedIn, donc Ouais, position 0, position 1, cet article-là, parce qu'en fait, on l'a traduit dans, je crois, 6 ou 7 langues différentes, ouais. ça nous rapporte près de 300 à 400 visiteurs par jour. Ok. Non, je viens de voir, ouais, effectivement, c'est pas mal. Et du coup, ce que j'avais vu sur la page logo LinkedIn, c'est que globalement, bah, tu réponds à l'intention de recherche vraiment C'est ça. parfaitement.
tu racontes un peu l'histoire du logo pour les personnes qui voudraient en savoir plus et pour insérer des mots-clés liés à la sémantique autour pour que Google apprécie bien la page. Et à la fin, le petit call to action qui va bien en mode tester notre outil, enfin tester Voilà, Wallace. c'est ça. Non, mais en vrai, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Et après, pour ceux qui se poseraient la question, là, si on prend l'exemple de la requête logo LinkedIn, c'est vraiment très informationnel, enfin, on va dire très général. Mais on peut très bien, évidemment, se positionner sur d'autres mots-clés bien plus business, où il va y avoir un meilleur taux de conversion, type agence de prospection digitale, des choses comme ça pour Wallaxy. Exactement. Exactement. Plus le mot-clé il est générique, donc court, plus on va taper dans du volume et on va devoir faire des liens, beaucoup plus de liens internes dans le contenu pour rediriger vers des contenus plus à orienter conversion. En fait, nous, ce qu'on a mis en place chez Wallaxy, c'est qu'on a mis en place des articles sur de la longue traîne, vraiment à but de conversion, et on a mis en place des guides qui vont vraiment être là pour booster tous les autres articles, tout le contenu. Ça va être des guides de 7 000 à 8 000 mots, mais qui vont vraiment en fait, lier vers des plus petits articles. En fait, ces articles-là, ils convertissent quasiment pas. Enfin, ces guides-là, ils convertissent quasiment pas. Mais c'est où on va les amener après, une fois qu'on a passé l'étape de la sensibilisation, donc qui se sont sensibilisés à notre produit, on va les amener dans une étape d'évaluation et de décision directement sur des articles, par exemple, qui vont être plus orientés produits sur notre blog, quoi. Et même d'un point de vue purement SEO, du coup, se positionner sur de la longue traîne informationnelle, c'est aussi un super signal pour Google qui, après, on va dire, aura plus de chances de vous positionner peut-être sur des mots-clés business. Ça permet de faire un super maillage interne, comme tu l'as précisé. Et d'un point de vue SEO aussi, c'est top. Et il y a tout à y gagner, quoi. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi plus simple. Bon, après, logo LinkedIn, je ne suis pas sûr que ce soit très simple de se positionner dessus, honnêtement. Mais de l'informationnel plus longue traîne, c'est souvent les stratégies qu'on recommande dans un premier temps quand le site a zéro de traf, pas beaucoup de position, pas beaucoup d'autorité, quoi. Alors nous, en fait, on a démarré ce blog-là absolument pas par des mots-clés génériques comme ça. On a commencé vraiment par de la très longue traîne. Ouais. En fait, on a catégorisé nos contenus en trois catégories. Première catégorie, c'est les contenus produits hub. On appelle ça les contenus hub, vraiment qui vont être axés décision et évaluation. Et on a d'autres contenus qui vont être des how-to et des héros, c'est-à-dire des héros, ça va être des grosses requêtes. Okay. Au début, on en faisait une fois par semaine ou une fois par mois, une fois par semaine. Et après, on avait des how-to qui permettaient de répondre à des requêtes qui étaient entre la très longue traîne et des mots-clés génériques. Okay. Et en fait, on faisait un mix comme ça des trois contenus pour avoir de la très longue traîne et aussi des mots-clés génériques. Ok, super intéressant. Je vois qu'il y a une stratégie SEO bien ficelée au global. Du coup, je pense que tu es un peu l'exemple de quelqu'un qui s'est pris au SEO assez tôt, qui s'est fait ses armes un peu tout seul au départ avec son blog, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui souhaiteraient aujourd'hui se former en SEO et progresser rapidement, entre gros guillemets? Ouais. Alors pour moi, la meilleure manière de progresser, c'est de lancer un truc. C'est vraiment de lancer un truc parce que on peut apprendre les meilleures choses sur des blogs, on peut apprendre des choses dans les livres, tout ça. Mais en fait, si on ne passe pas à l'action sur un site qu'on crée, par exemple, juste pour tester ou travailler sur une entreprise, on ne pourra pas appliquer ce qu'on a appris, quoi. Et en fait, c'est dommage d'accumuler de la connaissance sans la mettre en action, quoi. Ouais. Donc, pour moi, la règle d'or dans le SEO, déjà, c'est de se former au début, quand on commence. De se faire aider par les meilleurs, c'est-à-dire ne pas hésiter à prendre un coaching avec, par exemple, un expert SEO dans tel domaine, ne pas hésiter à acheter plusieurs livres, etc. Et ensuite, d'appliquer sur un de ces sites et parallèlement, bien sûr, toujours se tenir informé de l'actualité des mises à jour majeures de Google, quoi. C'est clair. Et du coup, tu me dis si je me trompe, mais comme tu es aussi freelance à côté, je pense que bon, c'est une fois que tu es quand même bien formé, hein, que tu peux passer freelance entre guillemets et proposer des stratégies tout en un SEO. Mais ça te permet aussi de voir différents sites et de faire tes armes encore mieux, quoi. Donc, C'est ça. En fait, ce qui est bien aussi en freelancing, c'est que tu peux avoir des clients dans plusieurs thématiques avec
des objectifs bien précis. C'est-à-dire que tu peux avoir des sites, des plus gros sites qui vont avoir un objectif, par exemple, plus de conversion, s'ils ont déjà du trafic. Et tu as des sites, par exemple, qui viennent juste de démarrer et qui vont avoir un objectif d'acquisition. Et donc, en fait, c'est ça qui est super bien en freelancing, c'est que tu peux varier tes clients avec différents besoins. Ouais, c'est clair. Donc, et en plus, dans différents types de prestations. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur ce que je propose, c'est que je propose du servicing, je propose des formations en ligne et du coaching. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, il veut une optimisation vraiment poussée. Bah là, on va partir sur du servicing. S'il veut être autonome, il veut apprendre de son côté, bah, on va partir sur une formation en ligne. Et Ouais. si, par exemple, moi, par exemple, si j'ai pas trop le temps de m'occuper d'un certain projet et que le client va avoir une réponse rapide, tout ça, bah, on se fait un consulting. Ok. Donc, en fait, quand tu dis formation en ligne, tu parles plutôt de coaching en live ou de formation préenregistrée ou d'un suivi Ouais, en fait, c'est de formation préenregistrée, Ok. accessible à la demande, donc directement dans un espace membre. Donc, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'utilise un super SaaS. Je sais que tu as travaillé chez eux, qui s'appelle System.io. Ouais, Donc, j'utilise cette plateforme-là pour proposer mes formations en ligne, quoi. trop bien. Ouais, c'est vrai que j'ai bossé pour eux. Bah, tu vois, Mm, c'était au départ quand je me suis lancé en freelance. J'étais même pas trop dans le SEO à ce moment-là et j'ai fait un peu d'emailing pour eux. Et mm. c'est vrai que c'est une bonne solution, un peu tout en un, pas trop cher. Donc c'est pas mal pour des activités comme ça, c'est chouette. Donc tout à l'heure, tu disais aussi que le SEO n'avait pas trop changé en un an. Cependant, on entend souvent que quand même la veille SEO, c'est important, etc., qu'il faut se tenir Mm. au fait des updates et tout ça. Comment est-ce que toi, tu procèdes justement pour obtenir cette information-là et être toujours au fait des nouvelles SEO? Ouais. Alors, du coup, chez Walaxy, en fait, on a un canal sur le Slack qui s'appelle Canal Veille SEO. Et Mm. là, en fait, on va se partager plusieurs fois par semaine des articles d'actualité sur le SEO, tout ça. Donc, dans notre pôle SEO, on est à peu près 3 à 4 personnes pour l'instant. Ok. Et donc, en fait, on se partage des informations directement, des articles. Par exemple, nous on suit vraiment le site en français Abondance, Ouais. qui propose vraiment des actualités vraiment très pertinentes. Après, aux US, moi, j'aime bien Backlinko. Ouais. Backlinko, je trouve qu'il fait du contenu incroyable, Ouais, vraiment ouais, même ses vidéos YouTube et tout, franchement, sur des c'est. guides. Tout ça, nous, par exemple, nous, ce qu'on fait en fait chez Walaxy, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre pôle SEO, c'est qu'on va lui donner un guide de démarrage au début. Et là, en fait, on va lister, par exemple, le guide de l'optimisation technique, le guide de l'autorité, etc. Et en fait, Ouais. il y a quasiment que des guides de Backlinko. Parce que, en fait, c'est des guides, c'est limite des livres. Parce que, genre, chaque guide fait 20, 30 000 mots. Et, Ouais. et genre, le contenu est incroyable. Faudrait les publier sur votre site carrément, ça vous ferait ranker peut-être sur des petits mots sympas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais ouais, super, hein, vous avez un bon process de veille, franchement, c'est chouette. Euh, Si on passe plus dans la pratique, dans le SEO Mm, pur, et dur, plus trop dans la veille, quels outils est-ce que tu utilises toi, que ce soit en freelance ou en mm. interne chez Walaxy? Est-ce que tu as des petites préférences et pourquoi? Ouais. Alors, en fait, dans le SEO, il va y avoir des outils de type SaaS Mhm. et des outils de type extension, Chrome, que j'utilise. J'en utilise à peu près une dizaine en tout, Ok. une dizaine d'outils. Pour tout ce qui est SaaS, j'utilise SEMrush Mhm. et Ahref, même si j'ai quand même une préférence pour Ahref. Je vais te donner un exemple. Moi, je le trouve beaucoup plus précis. Je vais te donner un exemple. Par exemple, notre outil Podawa, Mhm. lors de sa sortie, euh, on commence à avoir des recherches, tout ça, auprès de nos utilisateurs, tout ça sur le Chrome Store et sur Google. Sur SEMrush, il nous trouvait zéro de recherche, alors que sur Ahref, il nous trouvait 20 de recherche, il me semble. Donc, Pour la requête, Podawa, ouais, quoi. pour la requête Podawa, c'est exactement ça. Et il nous donnait la saisonnalité, enfin, par mois, tout ça, les volumes exacts. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé beaucoup plus précis. Ok. Nous, on utilise du coup SEMrush, Ahref, on utilise aussi SEO Observer Mhm. pour monitorer le Trustflow, Citation Flow, Autopicate Ouais. Trustflow.
Et sinon, pour le contenu, et là, ça nous a fait un grand boom dans le SEO, depuis qu'on l'utilise, c'est 1.fr. Ouais. Euh, pour la sémantique, enfin, ça nous a apporté vraiment une très grande amélioration, quoi. Et qu'est-ce qu'on utilise d'autre? J'utilise aussi Mangools aussi, Ouais. en version gratuite, l'extension SEO, en fait, qui me permet de directement scanner la balise meta-title, meta-desk et le nombre de mots par page. Ok. Le robots.txt aussi. Pareil pour la structure HN. Moi, j'utilise l'extension Chrome qui s'appelle Web Developer. Ok, ouais. Dans View Document Outline, je peux voir la structure exacte, H1, H2, H3, tout ça. Top. Donc, utile pour repérer les erreurs, tout ça. Tout ce qui est optimisation technique, moi, je vais plus partir sur du Screaming Frog SEO Spider Mhm. pour analyser les erreurs, notamment par exemple de balises métadesk trop longues ou trop courtes ou manquantes, par exemple, Ouais. H1, H2, etc. Euh, Aussi, j'utilise Google Lighthouse, petite extension Chrome très utile qui donne des scores de 0 à 100 pour tout ce qui est SEO, les core vitals, tout ça. Ouais. J'utilise aussi deux outils pour la rapidité du site, les core vitals aussi, mais aussi le poids des scripts, des images dans la page. Mhm. C'est GTmetrix Ouais. et Pingdom Tools aussi. Ok. Ok, ok. Bon, je vois que tu es bien armé quand même. Ouais. Ce qu'il faut pour faire les choses proprement, disons. Franchement, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas trop d'aspects qui seraient pas traités par tes outils. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, de mon côté, c'est plus ou moins pareil. Hmm. Alors, en freelance, je vais me concentrer sur SEMrush. Pour l'autorité, ça va être Majestic aussi. Bon, toi, tu as SEO Ouais. Server, ça revient un peu au même. Puis après, vraiment technique, Screaming Frog aussi. Puis après, deux, trois extensions aussi. D'ailleurs, j'en profite. Il y a une extension que je trouve vraiment super. Peut-être que tu la connais. Elle s'appelle Detailed. Et en gros, tout à l'heure, tu parlais d'extensions pour voir les HN et tout. Et Hmm. franchement, cette extension-là, pardon, je la trouve vraiment top. Et tu peux voir tout ce qui est HN, le title, metadesk, nombre de Hmm. mots, etc. Si la page est canonisée ou pas. Enfin, vraiment, c'est Ouais, je connaissais pas. Je connaissais pas, mais c'est vraiment vrai sympa. que ça a Après, l'air de peut-être faire ouais. doublon avec tes extensions actuelles, je sais pas. Mais Ouais, peut-être, ouais. Peut-être avec Mangools, parce que Mangools propose à peu près la même chose, genre la ouais, structure, tout ça. Mais je regarderai, C'est quoi? Detail, c'est ça? ouais. Tu sais quoi, je vais t'envoyer le lien là, dans le chat au cas où. Mais franchement, gros coup de cœur. Hmm. Parce que, en fait, déjà, niveau fonctionnalité, elle est vraiment folle. Et elle est très très simple, très très visuelle. Je sais qu'avant, j'avais une autre extension qui permettait de voir par exemple les HN, tu vois, c'est super utile en vrai. Mais c'était un peu. Ça donnait pas trop envie, quoi. Ouais. Genre, c'est les extensions un peu brutes, on va Hmm. dire. Et celle-ci est vraiment chouette. Donc, voilà. Puis Au après, top. Sinon, il y a une extension aussi ouais. que je te recommande et qui est développée par certains ingénieurs de prospecting. Mhm. C'est une extension pour le SEO, ça s'appelle Semantic SEO. Semantik SEO. Et Ouais. en fait, c'est une extension Chrome qui se base sur ton compte SEMrush. Donc, il faut avoir un compte SEMrush. Et en fait, ça te permet de trouver des mots-clés sur lesquels des sites n'ont pas le mot-clé dans leur base title. Ok. Donc, du coup, le logiciel reprend la commande all in title. Ouais. Ça regarde s'il y a des sites qui ont le mot-clé visé dans la base title et si elle n'est pas, euh, tout simplement, le sémantique dit, par exemple, tiens, ce mot-clé-là, il y a zéro concurrence. Tu peux optimiser la sémantique et ton optimisation on-page sur ce mot-clé-là et forcément, tu vas obtenir de meilleurs classements. C'est clair. Nous, on l'utilise. Ça c'est un petit secret qu'on utilise chez Walaxy et qui Mhm. nous permet de dénicher des pépites, enfin des mots-clés incroyables sur lesquels il y a zéro concurrence, mais pourtant, des fois, tu as 1000, 2000 volumes de recherche mensuels, quoi. Ok. Alors, quand même, j'ai une petite question par rapport à ça. C'est Hmm. que, tu vois, il y a des fois où tu vas avoir des mots-clés, tu vas les taper. Les résultats vont pas avoir le mot-clé dans le title, justement, ni dans le H1, par exemple. Mais par contre, ça va être un mot-clé qui va être compris dans un gros guide sur une thématique beaucoup plus large. Hmm. Et en fait, il y a des fois où tu peux partir du principe que, en fait,
Google peut-être ne veut pas d'articles spécialisés sur ce mot-clé-là parce que pour lui, ça fait partie d'un corpus sémantique plus large et ça fait partie d'une thématique parente plus générale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que moi, c'est une question que je me pose des fois. Je me dis, tu vois, vraiment, je tape un mot-clé. Je me dis, OK, donc là, je vois qu'il y a 3 concurrents qui ont une bonne autorité, qui ont fait un super guide, par exemple, sur le SEO. On va dire que mon mot-clé, c'est netlinking. Hein. Imaginez un truc plus précis. Et je vois que ce qui rank, c'est voilà, les 4 étapes du SEO en 2021, un super guide de 20 000 mots. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, des fois, je me dis, soit on peut partir du principe que justement, la thématique du netlinking précise n'a pas été encore traitée, et si je fais un article dessus, que j'ai une bonne autorité, etc., je vais ranker dans le top 3. Ou alors, on peut partir à l'opposé du principe que, en fait, ça sert plus ou moins à rien parce que Google le voit comme un truc plus général. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question que je me pose souvent. Ouais. Alors, nous, des fois, ça peut nous arriver aussi chez Walaxy quand on voit des concurrents qui font ça. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on part carrément sur un contenu entier sur le mot-clé. Mais certains sites, en fait, ils ressortent le mot-clé là dans un H2, Ouais. Ah ouais. souvent parce que, après, c'est possible que sous ce H2 là, il y ait des liens en fait qui redirigent vers un contenu beaucoup plus approfondi, par exemple sur le netlinking. Et est-ce que Euh, c'est pas le contenu plus approfondi qui rank dans la SERP du Ouais, mot-clé? bah, c'est ça, c'est ça. Après, c'est un mix, il y a 200 ranking factors. On ne Ouais, peut non, pas mais c'est clair. Hein. déterminer exactement Petite quel est hypothèse. le facteur qui est. C'est un peu un mix, en fait, Ouais, de ouais, plein non, mais d'ingrédients. toujours dur de savoir avec précision ce Hmm. que Google attend pour une requête précise. C'est un peu, Ouais, c'est un peu le petit mystère, quoi. c'est ça. C'est ce qui fait la magie du SEO aussi, quoi. Ah ouais, non, mais carrément. J'adore ce domaine pour ça aussi. C'est très Hmm. intéressant. Est-ce que du coup, tu aurais aussi un cas d'école SEO à nous partager? Tu nous as parlé un peu de ton blog, de Walaxy. Est-ce que tu aurais un retour sur expérience précis à nous partager là-dessus ou qui vient pas forcément de toi, hein, ça peut être aussi Ouais. un autre cas. En fait, le meilleur exemple que j'ai en tête, honnêtement, c'est notre blog Galaxy. Parce que, en fait, on est parti en 10 mois d'un trafic, on avait 300 visiteurs par jour en Ouais. SEO. Et en 10 mois, on est monté à 3 à 4 000 visiteurs par jour, Mhm. rien qu'en SEO. Et en fait, pourquoi c'est un bon cas d'école? C'est que tout simplement, en fait, on a mis en place une stratégie assez ficelée pour, surtout, on est très orienté content marketing. C'est-à-dire qu'on Ouais. va publier à peu près 4 articles par semaine sur le blog et dans 7 langues différentes. Ouais. Donc, ça veut dire que les traductions, en plus, on les fait en automatique directement depuis WordPress. On a une extension qui s'appelle DeepL qui nous permet en fait, de traduire automatiquement les contenus. Donc, en fait, ça nous fait 4 x 7, on a 28 contenus par semaine sur le blog continuellement. Et donc, c'est ça en fait, qui nous permet d'atteindre en fait, certaines positions et même sur des faibles mots-clés, par exemple 20 à 30 volumes de recherche mensuels, ben, on va faire par exemple un article directement dessus. Pourquoi aussi c'est un bon cas d'école, c'est que on s'est aperçu d'une très grande amélioration du trafic depuis qu'on utilise 1.fr, donc depuis Mhm. qu'on optimise les LSI keywords, donc Latent Semantic euh, Indexing, Ouais. donc les mots-clés issus de la sémantique. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des rédacteurs dans notre équipe Mhm. qui vont en fait m'envoyer le contenu. Et moi, en fait, chez Walaxy, parfois, je rédige des articles de blog, mais je vais vraiment être en charge d'optimiser à fond le contenu. C'est vraiment ça, en fait, mon job, c'est que je vais être SEO optimizer. Je vais optimiser à fond le SEO on-page et la sémantique. Et en fait, depuis qu'on fait ça, on atteint en fait des- sur des grosses requêtes, enfin des superpositions. Et en fait, pour moi, les deux facteurs les plus importants dans le SEO, enfin les trois facteurs les plus importants, c'est le choix du mot-clé. Donc, j'analyse sur Ahref si, par exemple, quand les rédacteurs ont rédigé un article, est-ce que il est axé sur un mot-clé qui est vraiment recherché? Mhm. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'optimisation on-page, avec des endroits bien stratégiques où placer les mots-clés. J'ai fait plein de tests et je me suis aperçu que, moi, je vais donner un exemple. Par exemple, tu as une technique, c'est de mettre ton mot-clé, plus tu le mets tôt dans ton contenu et tu le mets en gras, plus il va avoir du poids. Et en fait, si tu dupliques ton mot-clé principal et que tu le mets le plus à la fin possible, ça va créer en fait une sorte d'enveloppe en matière de compréhension de l'algorithme.
Et j'ai remarqué que les articles où on commence le plus tôt possible par le mot-clé principal, on le met en gras, et on finit le plus tard possible avec le mot-clé en gras, les articles rankent beaucoup plus. Euh, Super intéressant. aussi, en matière de balises meta title, bah, pour moi, c'est aussi un des critères les plus importants. Mettre le mot-clé le plus à gauche possible. Mm. Ce qu'on aime bien faire, c'est mettre 2 points. Et ensuite, on va ajouter en fait ce qu'il appelle Brian Dean de Backlinko, c'est des power words, donc ça veut dire des mots puissants qui vont inciter au CTR, qui vont inciter au taux de clic. Le C'est-à-dire que guide 2021. c'est ça. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est bien d'optimiser une balise meta title pour le SEO, mais c'est bien aussi d'optimiser pour les clics. Bah, c'est Et, clair. et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une optimisation SEO avec le mot-clé principal. Nous, ce qu'on aime bien faire aussi, ce qui marche super bien, c'est d'ajouter un chiffre dans ta balise meta title et de mettre un power word, c'est-à-dire soit rapide, efficace, étape par étape, best, easy, quick, etc. Mm. En fait, rien que d'ajouter ces mots-clés-là, ou entre parenthèses mise à jour, ou entre parenthèses 2021 par exemple, rien que d'ajouter ces mots-clés-là, ça va augmenter le taux de clic. Et comme on le sait, avec l'algorithme Google RankBrain, plus, par exemple, toi, si tu es en position 5 et que tu obtiens un meilleur taux de clic que la position 4, toi, tu vas monter à sa place, quoi. Et en fait, c'est comme ça en fait, qu'on a optimisé nos contenus. C'est qu'on a vraiment optimisé pour le SEO, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Ok, super intéressant. Du coup, j'imagine que vers fin décembre 2021, vous allez faire un petit site de points Wallaxy plus 2021 entre guillemets pour changer vos titles, Ouais, etc. ouais, ça va être un gros travail. C'est un Ouais, gros ouais, moi aussi, travail je vais le faire du pour coup. changer. J'y ai pensé Demi- pour mon site perso. Je me suis dit, putain, je vais C'est devoir le ça. faire et tout C'est changer. ça, mais c'est essentiel parce que les utilisateurs sont à la recherche du contenu le plus à jour possible. Ah, c'est clair. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, ça va être un très gros travail. Tu vois, il y a un moment, je me suis même dit, est-ce que dans mes titles ou dans mes H1, je ne mettrais pas le mois plus 2021, tu sais, carrément. Ouais, Je me suis dit, le vas-y, jour vraiment, aussi. ça va aussi. Ouais, non, là c'est trop parce que le temps que tu ranks, à part Ah si tu ouais, ranks très très vite, ouais. non, ce serait horrible. Mais, mais ouais, ouais, du coup, va y avoir ce taf-là à faire, hein. Moi aussi, je me suis dit, bon, Hmm. vraiment fin décembre, va falloir tout refaire. Après, ça va, j'ai pas énormément de pages. Là, je parle de mon site vitrine pour mon freelancing, mais il y a pas, il y a quoi? Hmm. Il y a 50-60 pages indexées, donc franchement, ça va. Mais pour Ouais. vous, ça va être un plus gros taf. Ouais, surtout qu'on en fait, depuis on est passé aux traductions, avant, en fait, on était en français, on a traduit en anglais. Ouais. Maintenant, on traduit en portugais, espagnol, russe, polonais, italien et indien, il me semble, ou une langue Ok, comme ouais. ça. En fait, nous, comment on a déterminé quelle langue traduire? C'est qu'en fait, on a fait des tests en SEA et les langues en fait, qui marchaient le mieux sur nos contenus, on les a tout simplement optés pour le SEO, quoi. Mhm. Par exemple, on savait qu'en Inde, ça marchait super bien. Tiens, on va traduire en indien. En Italie, ça marchait super bien. On va faire en italien. Et en fait, on est passé de 1000 articles à 2000 articles en quelques semaines. Et c'est ça aussi qui nous a fait un grand boost en SEO, quoi. Ouais, c'est clair. C'est que, tu vois, par exemple, sur SEMrush, en septembre ou octobre, on était à 10K en valeur de SEMrush. Et maintenant, tu vois, on a fait x5, donc on a Ouais, presque c'est ce que 50, vous voyez. 50K Ouais. dessus. Mais c'est surtout dû grâce à la traduction des articles, mais Ouais. aussi depuis qu'on a fait des guides de 7000 à 10 000 mots. Quand on commence une nouvelle langue, je ne sais pas, par exemple, si demain on commence à faire des articles en slovaque, on va tout simplement traduire tous nos guides. Donc, ça va donner à Google 10 articles de 10 000 mots. Ça va lui Mhm. donner 100 000 mots d'un coup en slovaque. Et là, il va être content. Pour démarrer une Ouais, non, stratégie SEO, quand tu démarres comme ça, en fait, c'est ça qui nous fait un grand boost, quoi. C'est qu'on rédige des très grands contenus. Dès qu'on passe à une autre langue, en fait, on lui donne des centaines de milliers de mots, quoi, d'un coup. Et ça marche super bien, quoi. ok. Et du coup, en parlant de traduction de contenu, Hmm. quelles actions est-ce que vous mettez en place pour justement que ce soit pas mal pris par Google, entre guillemets? Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, il y a la balise Hlang, donc Ouais, très, très, très important pour éviter le duplicate. effectivement. Nous, ce qu'on fait, c'est que on va rédiger d'abord l'article en français.
Mhm. On va l'optimiser à fond dans l'on-page et la sémantique. Et ensuite, en fait, on a la chance chez Wallaxy d'avoir des personnes natives, en fait. C'est-à-dire qu'on va Ah avoir ouais. des personnes qui viennent vraiment d'Angleterre, on va avoir des personnes qui viennent d'Amérique du Sud pour l'espagnol, tout ça. Donc, elles vont en fait repasser. On va faire une première traduction avec DeepL automatique et Mhm. ces personnes-là vont repasser sur l'article pour faire les dernières optimisations, quoi. Ok. Bien sûr, on les forme à 1.fr, tout ça, parce que faire de l'1.fr pour du polonais, tout ça, c'est compliqué. Ça va pas forcément. Donc, on va former en fait ces personnes-là natives à 1.fr pour optimiser la sémantique, quoi. Ok. Ok, super intéressant. Et oui, effectivement, les balises Mm, hreflang, dans ce cas-là, c'est plutôt primordial. mm. C'est ça. Ça marche, ça marche. Du coup, bah, dernière petite question. Si on se projette un peu, pour toi, quelles sont les tendances SEO à surveiller pour les prochaines années et comment est-ce que Mm. tu penses que le SEO va évoluer de manière générale? Alors pour moi, les tendances du SEO pour 2022, si je dois me projeter en 2022, Mhm. c'est tout simplement un contenu beaucoup plus axé expérience utilisateur, Ouais. c'est-à-dire offrir plus, plus vite et de la meilleure manière possible. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, d'où la technique de Brian Dean, c'est-à-dire la technique du gratte-ciel, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un concurrent qui fait un article de 3000 mots, bah, vous allez essayer de faire de la surenchère à plus 15%. Bon, moi, c'est ce que je fais sur mes contenus, c'est que je fais plus 15% par rapport à la moyenne des 3 premiers résultats sur un Mhm. type de mots-clés. Ça va être bien sûr de la surenchère, c'est-à-dire offrir plus à vos utilisateurs. Moi, ce que j'aime bien aussi, ce que j'ai remarqué dans les tendances SEO en matière de UI, c'est que le contenu avec les sidebars, tout ça, pour moi, ça va commencer à disparaître pour s'axer vraiment vers un contenu centré, un peu comme ce que fait Backlinko, un contenu aéré, centré, avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, euh, et avec de moins en moins d'optimisation on-page au profit d'optimisation sémantique. Même si Mhm. l'optimisation on-page va rester. Pour moi, c'est ça le premier critère, c'est l'amélioration, enfin, le renforcement de l'expérience utilisateur via le SEO. Également, pour moi, le content marketing va vraiment s'inscrire dans une démarche de développement. Euh, pour moi, enfin, le contenu va devenir le roi vraiment dans le SEO. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à 40-50%, enfin d'après moi, c'est 40-50%. Peut-être que plus tard, ça va être un pourcentage plus élevé. Même si je pense que l'autorité, enfin les backlinks pour moi, ça va être de moins en moins utile, même si ça va rester. De Mhm. toute façon, on le voit bien avec la mise à jour en ce moment de Link spam. Link Spam, c'est ça. Euh, les, Google essaye de se méfier des liens qu'on essaye de faire artificiellement. C'est-à-dire que quand on fait du guest blogging, bah maintenant, il faut mettre la balise sponsored. Ouais. Ça va être de plus en plus compliqué de faire du netlinking de manière naturelle. Donc, moi, je pense que le futur du SEO, c'est vraiment s'axer sur l'expérience utilisateur et le content marketing, c'est-à-dire offrir plus, plus vite et de la meilleure façon à vos clients. Bah, de toute façon, oui, en plus, on le répétera jamais assez, mais le but de Google, c'est pas de proposer les sites Mm, qui ont les meilleurs backlinks aux utilisateurs, hein. C'est vraiment de proposer le contenu le plus pertinent. Donc, mm. faut un peu se projeter vers ça, quoi. Enfin, C'est exactement ça. Et c'est ce que je disais dans un post LinkedIn hier, c'est que les recherches associées, les ajouter dans son contenu, Google va se dire, bah, tiens, ce contenu-là, il parle de ces recherches associées-là. Donc, il y a de la demande, mais il n'y a pas de résultats. Enfin, il y a très peu de résultats. Et donc, si je mets ces mots-clés-là dans mon contenu, il va se dire, tiens, il apporte une réponse, donc on va le mettre en avant. Donc, donc pour moi, c'est ça, en fait, le futur, c'est vraiment la création de contenu et la sémantique. Pour moi, 1.fr, c'est Your Text Guru, 1.fr, enfin, tous les outils de la sémantique, c'est important, mais ça va devenir encore plus important dans le futur. c'est clair. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, Vincent vient de parler des recherches associées. C'est des recherches qu'on va trouver, en fait, quand vous tapez un mot-clé, tout en bas, vous allez avoir justement les recherches associées avec, par exemple, votre mot-clé, plus où trouver, des petites complétions comme ça. Et on a aussi les PAA, les People Also Mm. Ask. Donc, en français, les questions fréquemment posées, il me semble. Ouais. Et donc ça va être des questions qu'on va retrouver aussi dans les SERP, au début, au milieu de la page de résultats. Et c'est pareil, ça va toucher à tout ce qui est mots-clés connexes et donc les faire figurer dans vos textes. Ce sera que du bonus pour Google, les mettre dans des H2 ou simplement
en paragraphe, quoi. Ça sera de la valeur ajoutée. Eh bien, écoute, Parfait. Vincent, je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu souhaitais développer, sinon, n'hésite pas. Si tu veux, moi je suis plus orienté dans le SEO, dans tout ce qui est côté de marketing, optimisation on Ouais, page, tout ça. Donc je vais apporter quelques petits conseils. ouais, Comme je disais, lorsque vous faites une recherche de mots-clés, votre mot-clé, le plus tôt possible dans la balise title, dans la mhm, métadescription, le répéter, le plus tôt possible dans le contenu, le plus tard possible aussi. ouais, La sémantique, c'est très important aussi de la mettre en gras. Si vous la mettez en gras, ça va renforcer le pouvoir que Google peut avoir en analysant le contenu. Également, le fait de mettre aussi des tables des matières dans le contenu. ouais, On s'est aperçu que ça fonctionne super bien. Et aussi un petit hack pour en fait atteindre des positions zéro. On s'est aperçu que de ça, c'est que lorsque vous rédigez une balise H2 avec par exemple un PAA, juste en dessous juste en dessous de la question, vous allez mettre une liste à puces ouais, et qui commence en fait par des verbes à l'impératif. Typiquement, par exemple, il y avait par exemple sur l'article CV LinkedIn, il y avait un H2, en mots-clés, il y avait ajouter son CV LinkedIn, donc une déclinaison de mettre son CV sur LinkedIn. ouais. Donc je l'avais mis dans un H2, comment ajouter un CV sur LinkedIn, et en dessous, directement, répondre à la question, mais le plus tôt possible. C'est là d'où le sens de l'expérience utilisateur, c'est que offrir le contenu le plus tôt possible. Donc là, au lieu de faire des grands paragraphes à rallonge, etc., qui font fuir les utilisateurs, on a mis des listes à puces. Par exemple, première étape, étape 1, cliquez ici, étape 2, allez ici, étape 3, uploader, tu vois. Ouais. Donc en fait, le fait de mettre des listes à puces, ça va te permettre de ressortir en position 0 beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est ce qu'on a remarqué Ok. directement. Ok, super intéressant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, mais ça a donné quoi justement cette P0 d'un point de vue CTR? Parce qu'on parle souvent aussi du no-click, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce qu'au final, quand tu es en position zéro, si tu as toute l'information dans la SERP, les utilisateurs vont peut-être pas être amenés à cliquer forcément dessus. Est-ce que tu as des retours là-dessus ou pas forcément Ouais, non, on n'a pas fait vraiment d'analyse là-dessus. Ouais, j'imagine. Après, je sais que sur du très gros volume, sur du très gros volume comme ça, un article qui nous rapporte plus de 400 visiteurs par jour, forcément, tu as des visiteurs parce que nous, vraiment, quand on produit des contenus, c'est vraiment axé conversion, c'est-à-dire le téléchargement de notre logiciel. Ouais. Sur 400 visiteurs par jour, on arrive quand même à avoir des clients, même s'il y a des utilisateurs qui veulent juste prendre l'information, même directement depuis la SERP. Bah oui. Mais il y a toujours des personnes qui cliquent, quoi. Ouais, c'est Puis, clair. puis c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être en position 0 que d'être en position 3, par exemple. Et d'où Donc, l'importance aussi de la balise title dans ce cas-là, ouais, aussi inciter au clic plutôt que juste à la prise d'information dans la SERP. c'est ça. Moi, ce que je vous recommande aussi, donc, nous, c'est ce qu'on fait sur WordPress, c'est que lorsqu'on rédige une balise title, Mhm. toujours vérifier la prévisualisation de la balise. Parce que souvent, par exemple, nous, on utilise le plugin Yoast SEO Ouais. pour ça. Ça va nous donner une barre de progression de la longueur de la balise meta title. Mhm. Et parfois, on peut être toujours dans le vert, c'est-à-dire ne pas dépasser sa limite, mais on peut voir dans la prévisualisation que la balise en fait est coupée. Il y a trois petits Ouais. points parce qu'elle est trop longue. Donc en fait, toujours vérifier lorsque vous faites cette balise meta title de prendre de la marge en fait et d'être toujours visible entièrement en fait dans la balise. Parce que je pense savoir d'où vient le Mm. problème. Alors, moi, j'utilise plutôt Rank Math pour le coup, mais peut-être que Yoast, cette barre de progression, justement, avec les couleurs, se base uniquement sur le nombre de caractères et pas sur le nombre de pixels. Mm. Et c'est plus pertinent, normalement, de prendre le nombre de pixels qui est franchement plus parlant. Mais je sais pas, Mm. est-ce que tu sais si la barre de progression se base justement que sur les caractères ou aussi sur les pixels? Je sais pas trop. En fait, moi, la barre de progression, je l'utilise à titre juste informatif. Après, Ouais, moi, bah ouais. ce qui m'importe le plus, c'est vraiment d'avoir une prévisualisation. Et en fait, je préfère avoir des balises meta-title plus longues que trop courtes. Euh, mais je fais attention justement de ne pas dépasser cette limite. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est important, hein, surtout que, enfin, vraiment, pour tout le monde, qu'on soit dans le SEO ou pas, voir une balise title tronquée, ça donne jamais trop envie de cliquer dessus, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Je vais vous donner une structure vraiment type de la balise meta-title en fait, qui fonctionne super bien. C'est mots-clés, deux points, chiffres,
ensuite résultat, Ouais. et ensuite Power Word, c'est-à-dire rapide, rapidement, facilement, étape par étape, ou entre parenthèses une date. Et ça, franchement, c'est des balises, enfin, c'est des balises meta-title qui ont un taux de clic beaucoup plus important que les autres. Ok. Et bah, du coup, pour faire le tour un peu de l'optimisation de l'apparition justement du site dans les SERP, comment est-ce que tu optimises la balise métadescription? Alors, base meta-description, j'ai toujours une structure type, Ouais. vraiment que j'applique sur tous les articles, c'est que je commence par un verbe à l'impératif, Mhm. surtout par le verbe découvrez. Je crois qu'en fait, ça passe partout. C'est-à-dire que je fais, par exemple, découvrez. Après, je peux mettre 7 astuces pour. Là, je mets le résultat dans cet article qui vous explique tout étape par étape. Et encore une fois, je rajoute les mots de puissance. Je rajoute étape par étape, une date, etc. Mais je commence toujours par découvrir. Parce que ça va créer une sorte d'engagement en fait, chez la personne et Ouais. ça fait un appel à l'action en fait. Donc, c'est ça que je fais. Ce que je fais aussi au début de la Metadesk pour mon site freelance, c'est que je pars du principe, enfin, je rappelle ce pourquoi la personne est là aussi. Par exemple, vous recherchez un prestataire, Hmm. découvrez mon profil, machin, etc. Et je trouve ça assez pertinent d'un point de vue bah, plutôt copywriting et CTR, Hmm. quoi. Puisqu'on le sait, la balise Metadesk a vraiment zéro impact en SEO, a priori. Mais Ouais, ouais. indirect, du coup, avec les clics, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il faut savoir un truc, c'est que la balise les meta title, ça va être vraiment SEO plus clic. Et la balise méta description, c'est vraiment juste le clic. Il faut inciter au clic directement dessus. En fait, il faut vendre votre article depuis la SERP. Et comment, en fait, parvenir à dépasser ses concurrents? Tout simplement en créant un contraste. C'est-à-dire que, par exemple, si vos concurrents ont une balise méta title très courte, bah, Ouais. vous allez faire une balise méta title plus longue pour créer le contraste. Si par exemple la balise métadescription elle ressemble à du SEA, forcément, parfois, ça ne donne pas envie de cliquer parce qu'on a l'impression d'avoir à faire une pub. Là, vous allez faire en fait l'inverse de vos concurrents. Vraiment créer le contraste, c'est ça qui crée en fait la différence en fait dans le SEO. Super intéressant, ouais. Ok, et bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder en plus de ça ou Bon, j'ai dit à peu près tout ce que je on a devais tous les dire. Donc, secrets de Wallaxy? c'est Non, non, mais ça. bah, en vrai, merci beaucoup pour ton retour sur expérience. C'était super enrichissant. Ça se voit que tu es vraiment, vraiment calé niveau content SEO, quoi, les fameux 50%. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Donc, Ouais, merci à toi aussi, hein. et bah, je t'en Merci prie. beaucoup. Salut! Merci Paul, salut.